Je m'appelle Pierre Duval et pendant 42 ans, j'ai cru que l'honnêteté, le travail acharné et la loyauté étaient les fondations sur lesquelles on bâtit le bonheur. Ma famille a toujours incarné ces valeurs. Mon grand-père a commencé avec un petit atelier à Lyon. Mon père a développé une entreprise de construction et je l'ai transformée en un empire immobilier valant plus de 50 millions d'euros. Je n'ai jamais escroqué un partenaire, jamais volé un centime, jamais trompé une femme. Je vivais selon les principes inculqués par ma grand-mère Sophie, celle-là même qui, sur son lit de mort, m'avait confié les bijoux de famille, un collier de rubis et de diamants vieux de 150 ans, en me disant de l'offrir à la seule femme digne de porter le nom de Duval. Je pensais que cette femme était Caroline Lefebvre. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans lors du vernissage d'une galerie d'art dans le Marais, à Paris. Elle, une brune éblouissante aux yeux bleu nuit, diplômée en droit, fille d'un professeur à la Sorbonne. Il semblait que nous partagions les mêmes valeurs, la famille, la culture, le respect des traditions. Pendant 2 ans, nous avons construit ce que je croyais être un amour véritable. Je l'ai présenté à mes parents, mes frères, toute la famille. Tout le monde l'adorait. Lucas, mon meilleur ami d'enfance, témoin de tous mes succès et de tous mes échecs, m'avait dit à l'époque « Tu as tiré le gros lot, mon vieux. C'est la femme de ta vie. » Lucas Mercier, mon frère d'armes, mon deuxième frère, l'homme à qui j'aurais confié ma propre vie. Nous avions fait le lycée ensemble, bâti nos entreprises ensemble, trinqué à chaque bonne heure, et nous étions soutenus dans chaque épreuve. Quand je lui ai proposé d'être mon témoin, il avait les larmes aux yeux. « C'est le plus grand des honneurs, Pierre », m'a-t-il dit en me serrant si fort que j'avais peine à respirer. Nous avions prévu le mariage pour le 23 juin, en l'église de la Madeleine, au cœur de Paris. Caroline voulait que tout soit parfait. Une robe de créateur à 30 000 €, un orchestre symphonique, des fleurs importées de Hollande. J'avais privatisé un grand hôtel place de la Concorde pour la réception de 300 invités. L'élite des affaires, des politiques, des artistes, des journalistes. J'avais payé pour une retransmission en direct, car Caroline avait l'ambition de devenir influenceuse et voulait que le monde entier voie notre grand jour. J'avais accepté tout cela parce que je l'aimais sans limite. Le matin du 23 juin, je me suis réveillé avec des papillons dans le ventre. Mon père m'a pris dans ses bras et m'a dit « Tu seras heureux, fils. Je le vois dans tes yeux. » Nous avons enfilé nos costumes sur mesure, moi en bleu nuit, Lucas en noir. Nous sommes partis pour l'église. Devant le parvis, la foule, caméras de télévision, photographes, Parisiens curieux. Je suis entré, le cœur battant la chamade. L'église était pleine, 500 places, toutes occupées. Au premier rang, la famille, maman un mouchoir à la main, papa raide d'émotion, mes frères avec leurs épouses, les cousins, les amis. Derrière eux, les rangées d'invités. L'orgue a entamé la marche nuptiale de Wagner. Je me suis tourné vers l'entrée, prêt à voir ma future femme dans toute sa splendeur. Caroline avançait lentement dans un nuage de tulle blanc et de dentelle, son voile traînant sur le sol de pierre. À son cou, elle portait ce collier, les rubis et diamants de grand-mère Sophie, étincelant sous la lumière des vitraux. Elle était belle comme un ange. Elle souriait largement, faisant signe aux caméras. Le live comptait déjà 50 000 spectateurs. Elle s'est arrêtée à mes côtés. Le père François, qui connaissait ma famille depuis des générations, a commencé la cérémonie. Chers enfants de Dieu, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où le prêtre a demandé « Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Silence. Puis, le bruit d'un moteur d'hélicoptère à l'extérieur, de plus en plus fort. Les gens ont commencé à regarder autour d'eux, à murmurer. Caroline a regardé Lucas. Et là, j'ai vu ce regard. Il n'y avait pas de surprise. Il y avait de la connivence. Lucas s'est levé de sa place de témoin, s'est approché de Caroline. Il lui a pris la main. Elle a ri, un rire fort, sincère, cruel. « Désolé, Pierre », a-t-elle dit, sa voix résonnant dans toute l'église, « mais je ne peux pas épouser quelqu'un d'aussi ennuyeux. » Le temps s'est arrêté. 500 pères Dieu nous fixaient. Les caméras diffusaient tout en direct. Lucas a pris Caroline par la taille. « C'est nous qui nous aimons, mon frère », a-t-il dit, utilisant ce mot « frère », qui sonnait maintenant comme la pire des insultes. Depuis 1 an. Désolé, mais on ne pouvait plus faire semblant. 1 an.
bien avant qu'il ne planifie ce mariage avec moi. Au moment où j'aidais Lucas à sauver son entreprise de la faillite en lui prêtant 120 000 euros. Au moment où Caroline se blottissait contre moi chaque nuit en disant que j'étais tout son univers. Je n'ai même pas pu sortir un mot. Lucas a attrapé la main de Caroline et l'a entraînée vers une sortie latérale. Quelques invités se sont levés pour tenter de les arrêter, mais ils couraient vite. Ils ont débouché sur une place dégagée où l'hélicoptère atterrissait, loué, comme je l'apprendrai plus tard, avec mon argent, que Caroline avait viré la veille de notre compte joint. J'ai couru après eux. Le vent des pales soulevait son voile. Elle s'est retournée un instant, toujours dans ma robe de mariée, avec mes bijoux de famille au cou. « Merci pour tout, Pierre », a-t-elle crié par-dessus le bruit. « Surtout pour ça. » Elle a pointé le collier. Lucas dit que ça suffira pour quelques beaux mois en Asie. Ils sont montés dans l'hélicoptère. Le pilote, visiblement payé et au courant, a décollé immédiatement. J'ai vu mon ex-meilleur ami embrasser mon ex-fiancé sur la bouche, tous deux riant aux éclats, alors que la machine s'élevait dans le ciel de Paris. Je suis resté là, dans mon costume à 5 000 euros, seul, alors qu'autour de moi se rassemblaient les invités, la famille, les reporters dont les caméras diffusaient toujours ce qui était devenu le pire jour de ma vie. Maman pleurait. Papa essayait de me prendre dans ses bras, mais je me suis reculé. Mes frères hurlaient des insultes vers le ciel. L'hélicoptère n'était plus qu'un point à l'horizon. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que signifiait la vraie haine. Je ne me souviens pas exactement comment je suis rentré. Quelqu'un a dû me conduire, car je n'étais certainement pas en état de le faire. Je ne me souviens que de fragments. Mon père essayant d'expliquer quelque chose aux journalistes, ma mère au téléphone, la voix du père François pleine de compassion. Les nouvelles ont explosé sur tous les portails Internet. Le millionnaire abandonné à l'hôtel. Scandale au mariage de l'année. L'hélicoptère de l'amour au-dessus de Paris. Les clics augmentaient de seconde en seconde. Le soir même, les vidéos de mon humiliation cumulaient 2 millions de vues. Je me suis enfermé dans mon appartement de l'avenue Victor Hugo, celui-là même que j'avais acheté pour notre vie commune. 300 mètres carrés avec vue sur la tour Eiffel, décoré selon ses goûts, chaque meuble choisi par Caroline. Partout, il y avait des traces de sa présence. Son parfum sur la commode, ses livres sur l'étagère, des photos de nos week-ends à Deauville, Saint-Malo, Nice. Je me suis assis sur le canapé et pour la première fois en 20 ans, je me suis autorisé à pleurer. Le téléphone sonnait sans arrêt. Famille, amis, journalistes, curieux. Je l'ai éteint. Je voulais juste le silence. Je voulais comprendre comment j'avais pu être si aveugle, si stupide, si totalement dupé par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Le 3e jour, mon frère Michel a forcé l'interphone. « Pierre, ouvre-moi. Il faut qu'on parle. » Je n'avais pas la force de protester. Je l'ai laissé entrer. Il est arrivé avec une mallette pleine de documents et un ordinateur portable. « J'ai mené ma petite enquête, » a-t-il dit en étalant les papiers sur la table. « Il faut que tu vois ça. » Ce qu'il avait découvert était pire que la trahison elle-même. Caroline et Lucas se voyaient depuis 15 mois. Ça avait commencé lors d'un séminaire d'entreprise à la Baule, quand je les avais envoyés tous les deux pour représenter mes intérêts dans des négociations. Michel avait trouvé les factures d'hôtel. Au lieu de 2 chambres séparées, ils en réservaient une seule. Suite vue mer. Je finançais leur adultère sans le savoir. Pire. Depuis 6 mois, Caroline vidait systématiquement nos comptes communs. De petites sommes pour ne pas éveiller les soupçons. 1 000 euros par-ci, 2 000 par-là. Au total, elle avait détourné plus de 100 000 euros. Michel m'a montré les relevés. Ils ont ouvert un compte joint aux îles Caïmans, a-t-il expliqué. L'avocat que j'ai engagé a vérifié. Tout est là-bas. Je sentais la bile me monter à la gorge. Et le collier de grand-mère? Michel a secoué la tête. Estimé à 200 000 euros, valeur historique inestimable. Ils l'ont déjà mis aux enchères en Suisse via un intermédiaire. J'ai trouvé l'annonce. La vente doit avoir lieu dans 2 semaines. 200 000 euros pour un objet qui avait survécu à 2 guerres mondiales, que grand-mère avait caché aux nazis, que maman avait reçu le jour de son mariage et qui devait revenir à ma fille si j'en avais eu une un jour. Maintenant, il allait financer la cavale de 2 traîtres. Il y a autre chose, ajouta Michel doucement. Lucas, il planifiait ça depuis plus longtemps que tu ne le crois. J'ai vérifié sa boîte. Les 120 000 euros que tu lui as prêtés l'an dernier pour le sauver de la faillite,
Son entreprise n'était pas du tout en crise, c'était une arnaque. Ils voulaient juste ton fric pour leur petit plan d'évasion. 120 000 euros. Je les avais prêtés sans hésiter, sans contrat, parce qu'il était mon frère. Je me souviens de lui assis à la même place que Michel aujourd'hui, la tête dans les mains, racontant ses problèmes avec un fournisseur, le risque de dépôt de bilan. J'avais posé ma main sur son épaule. « T'inquiète pas, la famille se soutient. » Et lui me regardait dans les yeux et mentait. Il mentait, sachant déjà qu'il couchait avec ma fiancée, planifiant de la voler devant l'hôtel. « Où sont-ils maintenant ?» ai-je demandé. « Thaïlande, Phuket. » J'ai trouvé leur post sur Instagram, évidemment depuis des comptes qu'ils pensaient secrets. Photos au bord de la piscine, cocktail, plage. Caroline exhibe sa bague de fiançailles. Je me suis levé et approché de la fenêtre. Paris s'étendait sous mes pieds, la ville que j'avais aidé à construire où j'étais passé de rien à quelqu'un. Les gens dans les rues vivaient leur vie, inconscients que là-haut, au 5e étage, l'homme qu'ils voyaient dans les journaux comme un exemple de réussite tombait en miettes. Michel s'est approché de moi. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Toute ma vie, j'avais été un homme de loi. L'honnêteté n'était pas juste un mot pour moi. C'était un principe. Je n'avais jamais rompu un contrat, jamais blessé personne intentionnellement. Mais là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai vu dans le miroir un homme que je reconnaissais à peine, plus maigre, avec des cernes sombres, le visage marqué par l'amère vérité que la bonté est une faiblesse dans un monde de prédateurs. Je vais les détruire, ai-je dit calmement. Tous les deux. Michel n'a pas souri, mais il a hoché la tête. Je t'aiderai. Le lendemain, je suis passé à l'action. J'ai engagé le meilleur détective de France, un ancien de la DGSI, André Lecomte, spécialisé dans les affaires économiques. Je lui ai tout montré. Documents, photos, preuves de virement. Je veux tout savoir sur Lucas Mercier et Caroline Lefebvre. Chaque mouvement, chaque dépense, chaque mensonge. André travaillait vite. Une semaine plus tard, j'avais un rapport épais comme un annuaire. Il s'avérait que Lucas ne m'avait pas seulement escroqué moi. Son entreprise avait des dettes envers 6 fournisseurs, au total 70 000 euros. Il le cachait en tenant une double comptabilité. Caroline, de son côté, avait un passif similaire. Il y a 2 ans, elle était fiancée à un entrepreneur de Lille. Elle l'avait quitté juste avant le mariage en emportant des bijoux d'une valeur de 40 000 euros. L'affaire n'était jamais allée au tribunal, car le type préférait éviter le scandale. Maintenant, je comprenais. Je n'étais pas la première victime de Caroline. J'étais juste la plus grosse. André a découvert autre chose. L'hélicoptère de leur fuite, loué avec ta carte de crédit. Il m'a montré la facture. Caroline avait accès à ton compte pro. 12 000 euros pour 3 heures de vol. C'est allé directement dans les poches de la compagnie. Je calculais de tête. 100 000 euros du compte, 120 000 du faux prêt, 200 000 pour le collier, 12 000 pour l'hélicoptère. Au total, près de 450 000 euros. Sans compter les 30 000 de la robe de mariée, que Caroline portait toujours lors de sa fuite, et tous les autres frais du mariage qui n'avaient pas eu lieu. Mais l'argent, c'était une chose. La dignité, l'honneur, la confiance, ça n'a pas de prix. Nous étions assis avec André autour d'un café dans ma salle à manger. « Que voulez-vous que je fasse ?» a-t-il demandé. J'ai regardé le rapport. Les photos de Lucas et Caroline sur la plage, souriants, insouciants, célébrant ma chute. J'ai pensé à grand-mère Sophie, mourant avec ce collier entre les mains, me disant que c'était le symbole de notre famille, de notre histoire. J'ai pensé à maman pleurant à l'église, à papa qui, pour la première fois de sa vie, avait l'air vieux. Je veux qu'il regrette d'être né, ai-je répondu, mais je ne veux pas me salir les mains. Je n'utiliserai pas la violence, je n'enfreindrai pas la loi. Je veux que le monde les voie tels qu'ils sont vraiment. Je veux la justice. André a souri pour la première fois. Dans ce cas, monsieur Duval, la partie peut commencer. Le plan devait être parfait. Je ne pouvais me permettre aucune erreur ni aucune trace menant à moi. Je voulais que leur chute ressemble à une suite naturelle d'événements, comme la conséquence de leurs propres décisions. Le karma, si l'on croit à ces choses-là. Mais je ne croyais pas au karma. Je croyais à la stratégie. La première étape était de récupérer le collier de grand-mère. André a identifié la date exacte de la vente aux enchères à Genève, le 12 juillet, dans 9 jours. Caroline et Lucas l'avaient mis en vente via un intermédiaire, en utilisant une fausse provenance,
Ils prétendaient qu'il appartenait à leur famille, de vieille noblesse française. André m'a montré la documentation. Un mensonge facile à démonter. Tu as les documents authentiques de propriété, des photos de ta grand-mère avec ce collier dans les années 50, une attestation du musée des arts décoratifs confirmant son histoire. Je ne veux pas le récupérer par un procès, ai-je dit. Ça prendra des mois. Je le veux maintenant. Alors nous devons procéder autrement. André a ouvert son ordinateur. La maison de vente est réputée. Si nous présentons des preuves que l'objet est volé, ils suspendront la vente immédiatement. Mais, il a laissé sa phrase en suspens. Mais quoi? On peut faire mieux. Attendre que la vente ait lieu. Laisser quelqu'un acheter le collier. Ensuite, on révèle le vol. L'acheteur devra rendre l'objet et la maison d'enchères remboursera l'argent. Caroline et Lucas seront accusés de recel et trafic de biens volés au niveau international. C'est un crime fédéral en Suisse. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Combien d'années ils risquent? De 3 à 5 ans, sans possibilité de caution pour les étrangers sans domicile fixe. J'ai hoché la tête. Fais-le. Mais attends le lendemain de la vente pour le signalement. Laisse-les croire qu'ils ont réussi. André a pris note. Et pour Lucas? Son entreprise? Ses dettes? C'était la deuxième partie du plan. Plus complexe, mais tout aussi satisfaisante. Lucas pensait être à l'abri, que les 120 000 € qu'il m'avait volés, plus l'argent de ma confiance trahie, suffiraient pour une vie de luxe, mais je connaissais ses points faibles. Lucas a 6 fournisseurs qu'il n'a pas payés, 70 000 € de dettes, ai-je commencé. Ils ne savent pas où il est, n'est-ce pas? André a hoché la tête. Il a disparu sans un mot. Sa boîte est officiellement fermée, mais sans liquidation judiciaire propre. Contacte chacun de ses fournisseurs. Dis-leur que tu as une info sur la localisation de Lucas Mercier. Donne-leur l'adresse de l'hôtel à Phuket. Qu'ils y aillent, qu'ils exigent leur argent publiquement. Ça va lui causer des ennuis, mais ce n'est que le début, l'ai-je coupé. Simultanément, tu transmettras l'info à Bercy. Lucas tenait une double comptabilité. C'est de la fraude fiscale caractérisée. Le fisc va lancer une enquête. Ses comptes seront bloqués, y compris celui au Caïman. Tout l'argent qu'il a volé, à moi et aux autres. André a sifflé. Ça va le ruiner. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans la pièce. Lucas et Caroline pensent être en sécurité en Thaïlande. Ils ne savent pas que la France a un accord d'extradition avec Bangkok. Quand les autorités suisses lanceront un mandat d'arrêt pour trafic de biens volés, et les Françaises pour fraude fiscale, la police thaïlandaise devra les arrêter. Vous prévoyez qu'ils finissent dans une prison thaïlandaise? Pour quelque temps. Un long moment. Suffisamment pour qu'ils comprennent ce que ça signifie de tout perdre. André a fermé son ordinateur, me regardant avec une sorte d'admiration. C'est complet. Je n'ai pas fini, ai-je ajouté. Caroline est influenceuse. Elle a 300 000 abonnés sur Instagram. Toute sa marque repose sur l'image de la femme à succès qui a trouvé le grand amour. Mais que se passera-t-il quand le monde saura la vérité? Quand on révélera que c'est une escroc, qu'elle a déjà fait le coup à un autre homme, qu'elle vole, qu'elle bâtit son bonheur sur le malheur des autres? Vous voulez détruire sa réputation? Je veux que la vérité éclate. Ce n'est pas moi qui la détruirai. Elle le fera elle-même quand les gens verront qui elle est vraiment. La semaine suivante, tout a commencé à tomber comme des dominos. Michel m'a aidé à contacter l'entrepreneur de Lille, celui qui avait été dupé par Caroline 2 ans plus tôt. Marc Dubois, la quarantaine, propriétaire d'une chaîne de restaurants. Il est venu à Paris pour me rencontrer. Je n'ai jamais voulu en parler, a-t-il avoué, assis dans ma cuisine. La honte. Elle m'a laissé 3 jours avant le mariage. Elle a pris des bijoux qui appartenaient à ma mère. La police n'a rien pu faire. Ils ont dit que c'était des cadeaux. Donc techniquement, pas un vol. Vous aviez des preuves? Ai-je demandé. Photos, SMS, tout. Mais l'avocat a dit que le jeu n'en valait pas la chandelle. J'ai préféré oublier. Et si vous pouviez faire quelque chose maintenant? S'il y avait une chance de justice? Marc m'a regardé dans les yeux. J'y ai vu quelque chose que je connaissais bien. La douleur d'un homme blessé par la personne en qui il avait confiance. Je ferais n'importe quoi. Dans ce cas, appelez cette journaliste. Je lui ai tendu la carte d'Agnès Laurent du Monde, l'une des journalistes d'investigation les plus respectées de France. Racontez votre histoire. Montrez les preuves. Elle reliera votre cas au mien. L'article sortira exactement quand nous en aurons besoin.
Marc a pris la carte. Merci, vraiment. Je pensais être seul. Vous n'êtes pas seul. Et elle paiera pour tout ce qu'elle a fait. Le 12 juillet, à 10 heures précises, heure suisse, le collier de grand-mère Sophie a été vendu aux enchères à Genève pour 920 000 francs suisses, environ 1 million d'euros. L'enchère s'était envolée bien au-delà de l'estimation. André m'a appelé avec l'info. C'est un collectionneur russe qui l'a acheté. L'argent arrivera sur le compte de Caroline et Lucas dans 48 heures. Parfait, ai-je répondu. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Demain, dépose la plainte pour vol à la police suisse. Joins tous les documents, certificat de propriété, témoignages, photos historiques. Que l'Interpol émette une notice rouge. Le 13 juillet au matin, Caroline et Lucas étaient assis dans un restaurant de luxe à Phuket, célébrant leur succès. Je le sais car Caroline a posté une photo sur Instagram. Elle en robe élégante, lui en chemise blanche, tous deux une coupe de champagne à la main, légende, la vie est belle quand on est avec la bonne personne. C'est à ce moment-là que 6 hommes se sont approchés de leur table, les fournisseurs français que Lucas n'avait pas payés. J'ai vu la vidéo plus tard. L'un d'eux a filmé. Des cris, des accusations. Lucas essayant d'expliquer. Caroline sous le choc. La sécurité de l'hôtel a dû intervenir. Le même jour, 4 heures plus tard, la police suisse entrait dans les bureaux de la maison d'enchères avec un mandat de perquisition. Le collier a été confisqué. Le collectionneur russe a exigé le remboursement. Et un mandat d'arrêt international a été émis au nom de Caroline Lefebvre et Lucas Mercier. Le 15 juillet, la police thaïlandaise les a arrêtés à leur hôtel. Tous deux menottés, traversant le hall rempli de touristes armés de smartphones. La vidéo est devenue virale. 2 millions de vues en 24 heures. Et moi, j'étais assis dans mon appartement à Paris, buvant un café, lisant les nouvelles en ligne. Maman m'a appelé. « Tu as vu? Ils les ont arrêtés ?» « J'ai vu. » ai-je répondu calmement. « Bien fait pour eux. Qu'ils pourrissent en là-bas. » J'ai raccroché. Ce n'était que le début. La vraie justice arrivait. Une prison thaïlandaise n'est pas un endroit pour des gens habitués au luxe. André m'a envoyé des photos. Cellules exiguës, murs de béton, pas de fenêtres, juste des barreaux. Caroline et Lucas y ont passé leurs premières 48 heures avant que leurs avocats ne réussissent à payer la caution. Ça leur a coûté 500 000 bahts chacun. Au total, près de 30 000 euros. L'argent qu'ils avaient mis de côté pour leur nouvelle vie. Mais ce n'était que la première vague. Le 17 juillet, Agnès Laurent publiait son article dans Le Monde. Le titre barrait la une. Modèle à suivre ou escroc en série. L'histoire de la femme qui abandonne les hommes à l'hôtel. L'article faisait 4 pages, détaillé, documenté, impitoyable. Il y avait le témoignage de Marc Dubois, les photos des bijoux volés, les relevés bancaires montrant comment Caroline dépouillait systématiquement ses partenaires. Il y avait aussi mon témoignage, bien qu'Agnès ait préservé mon anonymat là où je le demandais. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de vérité. Le soir même, l'article avait 1 million de lectures. Les influenceurs ont commencé à le partager. Les commentaires sous les posts de Caroline ont explosé. Des milliers de gens écrivant qu'ils avaient toujours senti quelque chose de faux chez elle, qu'ils savaient. Les gens qui, une semaine plus tôt, l'adoraient, déversaient maintenant sur elle une vague d'indignation. Son compte Instagram a perdu 100 000 abonnés en 12 heures. Les marques qu'il a payées pour de la pub, cosmétiques, vêtements, bijoux, ont immédiatement rompu les contrats. Nous ne souhaitons pas être associés à une personne à la réputation douteuse, a écrit le porte-parole d'une grande maison de luxe. Caroline a essayé de se défendre. Elle a publié un long communiqué sur Instagram. Tout n'est que mensonge. Les gens qui ne supportent pas mon bonheur essaient de me détruire. Pierre est un homme toxique qui ne sait pas tourner la page. La réaction fut immédiate et cinglante. Des milliers de commentaires. Et le gars de Lille? Explique le collier volé. Pourquoi es-tu en liberté sous caution en Thaïlande pour recel? En 1 heure, elle a supprimé le post. Puis, elle a supprimé tout son profil. Lucas a aussi essayé d'échapper aux conséquences, mais de manière plus désespérée. Il a enregistré une vidéo, assis dans sa chambre d'hôtel à Phuket, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. « C'est un malentendu », marmonnait-il face caméra. « Pierre est mon frère. Je l'aime. Mais la vie est parfois compliquée. On est tombé amoureux avec Caroline. Ce n'était pas une trahison.
C'était de l'amour. La vidéo a fait 300 000 vues et 98% de dislikes. Le meilleur commentaire, qui a reçu 10 000 likes, l'amour c'était de l'arnaquer pendant 1 an. L'amour c'était de voler 100 000 euros à un homme qui te faisait confiance. Mais le coup de grâce est tombé le 20 juillet, quand le fisc a officiellement annoncé l'ouverture d'une enquête contre l'entreprise de Lucas Mercier. Double comptabilité, dissimulation de revenus, impayés. Le montant total de la fraude fiscale s'élevait à 200 000 euros. Cela signifiait jusqu'à 5 ans de prison. André m'a appelé ce soir-là. Les comptes de Lucas sont gelés. Tous, y compris celui au Caïman. La coopération financière internationale fonctionne vite quand il s'agit de fraude fiscale. Il n'a plus accès à un seul centime. Et Caroline? Ses comptes aussi. En tant que co-titulaire du compte au Caïman, elle est traitée comme complice. Tout le fric, l'argent de la vente, le reste, est saisi jusqu'à la fin de l'enquête. J'ai fermé les yeux, m'autorisant un moment de satisfaction. Ils pensaient vivre comme des rois avec mon argent. Maintenant, ils étaient sans le sou, dans un pays étranger avec des mandats d'arrêt internationaux au-dessus de leur tête. Mais je n'étais pas encore satisfait. Le 22 juillet, j'ai reçu un appel de l'avocat suisse que j'avais engagé pour l'affaire du collier. Monsieur Duval, j'ai de bonnes nouvelles. L'objet a été officiellement restitué à la France. Vous pouvez le récupérer à l'ambassade à Genève, ou nous pouvons l'envoyer en France. Envoyez-le au musée des arts décoratifs à Paris, ai-je répondu, qu'il y soit conservé jusqu'à ce que je sois prêt à le récupérer. Bien entendu, quant aux accusations contre Madame Lefebvre et Monsieur Mercier, le procureur suisse a officiellement déposé l'acte d'accusation. Le procès débutera en septembre. S'ils sont condamnés, l'extradition vers la France sera automatique. Merci. J'ai raccroché et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une sorte de paix. Le collier de grand-mère était en sécurité. La justice suivait son cours. Maman est passée me voir cet après-midi-là avec le dîner, une blanquette de veau et une tarte aux pommes. Elle s'est assise en face de moi dans la cuisine. « Tu as l'air plus heureux », a-t-elle remarqué. « Je suis plus calme », ai-je corrigé. « Ce n'est pas la même chose que le bonheur. » « Je sais, » elle a pris ma main. « Mais je vois que tu reviens parmi nous. Pendant un moment, j'ai cru t'avoir perdu, que cette douleur allait te détruire. Elle m'a presque détruit, ai-je admis sincèrement. Mais j'ai compris quelque chose d'important. Ils m'ont pris des choses, l'argent, la confiance, la dignité. Mais je peux aussi reprendre, et je reprends. Tout ce qu'ils ont volé, tout ce dont ils rêvaient, je les laisse avec rien comme ils m'ont laissé devant cet hôtel. Maman a hoché la tête lentement. Ton père serait content. Il disait toujours que la justice n'est pas la vengeance, c'est l'équilibre. Exactement. Je ne les punis pas pour être tombés amoureux. Je les punis pour les mensonges, les vols, les escroqueries, pour avoir abusé de la confiance que je leur ai donnée. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un message d'André. Il y avait un lien vers un site d'info thaïlandais. L'article était en anglais. Couple français arrêté à Phuket pour vol, fraude et blanchiment d'argent. Il y avait des photos. Caroline et Lucas escortés hors de l'hôtel par la police thaïlandaise, cette fois sans possibilité de caution. Les autorités thaïlandaises agissaient sur demande d'Interpol. L'extradition vers la Suisse n'était qu'une question de semaines. Sous l'article, il y avait des commentaires de touristes qui les avaient vus. Elle a pleuré tout le temps, a écrit quelqu'un. Lui a essayé de corrompre les policiers, mais ça n'a fait qu'aggraver son cas. J'imaginais la scène, Caroline, qui 1 mois plus tôt saluait les caméras dans sa robe de mariée, maintenant menottée, terrifiée, comprenant enfin que son beau plan s'était effondré. Lucas, mon ex-frère, l'homme à qui j'aurais confié ma vie, suppliant maintenant des officiers étrangers. Je ne ressentais pas de joie. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais juste une clôture, comme si j'avais porté une lourde pierre pendant longtemps et que je pouvais enfin la poser. Le lendemain, je suis allé à l'église de la Madeleine, là où devait avoir lieu mon mariage. Je me suis assis sur un banc au fond, regardant l'autel. Je me souvenais de ce jour. 500 personnes, les caméras, la musique. Je me souvenais m'être retourné, m'attendant à voir mon avenir. Le père François s'est approché de moi. « Pierre, comment te sens-tu » ? « Mieux, » ai-je répondu. « Beaucoup mieux. J'ai entendu ce qui leur est arrivé. J'ai vu les infos. Je l'ai regardé. Est-ce mal si je m'en réjouis ? Le prêtre s'est assis à côté de moi. La justice n'est pas un péché.
Mais attention à ce qu'elle ne devienne pas une obsession. Le pardon libère, non pas eux, mais toi. Je ne suis pas encore prêt à pardonner, ai-je admis. Peut-être un jour. Mais maintenant je veux juste vivre. Sans eux, sans toute cette noirceur. Le prêtre a hoché la tête. C'est un bon début. Je suis sorti de l'église dans la clarté de l'après-midi parisien. La place était pleine de touristes, de vie, de rire. Le monde continuait de tourner, indifférent à ma douleur, à ma vengeance, à toute cette histoire. Et c'était très bien ainsi, car enfin, après des mois, je pouvais respirer. Septembre est arrivé plus vite que prévu. Les feuilles des arbres le long de la Seine commençaient à jaunir, l'air sentait l'automne. Paris a toujours été belle à cette époque de l'année, plus calme, plus pensive, comme si la ville elle-même avait besoin d'un moment de réflexion après l'été brûlant. Moi aussi, j'avais besoin de réflexion. Ces 3 derniers mois, je n'avais vécu qu'avec un seul but, la justice. Maintenant que Caroline et Lucas étaient en détention provisoire en Thaïlande attendant leur extradition, leurs comptes gelés, leur réputation détruite et le procès en Suisse inévitable, je ressentais un vide. Pas du regret, pas de la tristesse, simplement de l'espace, là où auparavant, il y avait la colère. Michel m'a convaincu de partir. Tu dois te reposer, Pierre. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi et pas contre quelqu'un? Il avait raison. Nous avons loué un chalet à Chamonix, juste nous deux, et papa. Une semaine à la montagne, sans téléphone, sans internet, sans nouvelles des procès et des arrestations. Juste la famille, des raclettes, des randonnées face au Mont Blanc, des soirées près de la cheminée avec un bon vin, et des discussions sur tout et rien. Un soir, mon père a dit « Je suis fier de toi, fils ». Je l'ai regardé, surpris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas craqué. Parce que tu n'as rien fait de stupide. Tu aurais pu utiliser la violence, tu aurais pu enfreindre la loi toi-même. Mais tu as choisi la voie difficile, la justice par le système. Ça demande une force de caractère. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais le feu danser dans l'âtre. Parfois, je me dis que j'aurais dû laisser tomber. Que cette obsession pour la vengeance m'a volé 3 mois de vie. Ce n'était pas de la vengeance, m'a répliqué mon père calmement. C'était faire entendre la vérité. Si tu avais laissé tomber, ils auraient continué à voler d'autres gens. Maintenant, au moins, ils paieront pour leurs actes. Et maintenant, a demandé Michel, qu'est-ce que tu vas faire quand tout sera fini? J'y ai pensé longuement. Je ne sais pas. Peut-être recommencer à zéro. Peut-être essayer de faire confiance à nouveau. Ce sera dur, a noté Michel. Je sais. Mais je ne peux pas vivre dans la méfiance toute ma vie. Ça voudrait dire qu'ils ont gagné. Qu'ils m'ont changé en pire. Nous sommes rentrés à Paris fin septembre. Un message de l'avocat suisse m'attendait. Le procès débutait le 7 octobre. J'étais le témoin principal, je devais donc me rendre à Genève. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Boiserie, élégance austère, atmosphère grave. Caroline et Lucas étaient assis de l'autre côté, chacun avec son avocat. Elle avait l'air différente, sans maquillage, en tailleur modeste, cheveux tirés en chignon. Il n'y avait plus rien de cette assurance qu'elle affichait sur Instagram. Lucas était maigre, pâle, les traits tirés. Ils ne m'ont pas regardé quand je suis monté à la barre. Le procureur posait les questions en français. J'ai tout raconté, l'histoire du collier, comment grand-mère me l'avait donné avant de mourir, les preuves de propriété, comment Caroline l'avait volé le jour du mariage. J'ai montré les certificats, les photos, les documents. L'avocat de Caroline a essayé de me discréditer. N'est-il pas vrai, monsieur Duval, que vous étiez maladivement jaloux? Que vous contrôliez chaque geste de madame Lefebvre? C'est faux, ai-je répondu calmement. J'ai des témoins, des documents, des enregistrements confirmant que j'étais un partenaire honnête. Mais vous êtes riche? Madame Lefebvre n'avait-elle pas droit à une partie de votre fortune? Nous n'étions pas mariés. Elle n'avait aucun droit. Elle a volé un objet historique d'une valeur de 200 000 € et a tenté de le vendre au marché noir avec de faux papiers. L'avocat a insisté. Mais le juge l'a fait taire. Veuillez vous en tenir aux faits, pas aux spéculations. Le procès a duré 3 jours. Marc Dubois a aussi témoigné, présentant son cas. Les fournisseurs de Lucas ont témoigné, les experts fiscaux, les historiens de l'art confirmant l'authenticité et la valeur du collier. Le 8 octobre, vendredi soir, le tribunal a rendu son verdict. Caroline Lefebvre,
2 ans de prison ferme pour trafic de biens culturels volés, escroquerie, blanchiment d'argent. Lucas Mercier. 3 ans pour les mêmes chefs d'accusation plus des délits économiques supplémentaires. À l'issue de leur peine en Suisse, tous deux devaient être extradés vers la France, où d'autres procès les attendaient pour fraude fiscale. Je suis sorti du tribunal dans la fraîcheur du soir genevois. Le lac brillait sous la lumière des réverbères. Les gens se promenaient, riaient, vivaient. André, qui m'avait accompagné comme consultant, s'est tenu près de moi. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. Bizarrement, ai-je avoué. Je pensais que je ressentirais de la satisfaction. Mais c'est plus du soulagement. C'est normal. La vengeance n'est jamais aussi douce qu'on le croit. Mais la justice apporte la paix. Il disait vrai. Ces derniers mois, j'avais imaginé ce moment. Caroline et Lucas condamnés, humiliés, ruinés. Je pensais que je triompherais. Au lieu de cela, je ne ressentais que de la fatigue et l'envie de retrouver une vie normale. Avant de quitter Genève, je suis allé au musée où le collier de grand-mère était temporairement conservé. Le conservateur, un homme âgé nommé François, me l'a montré dans une salle sécurisée. « C'est un objet remarquable », a-t-il dit. « Les rubis de ce type sont rares. L'histoire que vous avez décrite, sa survie à travers les guerres, cachée aux nazis, lui ajoute une valeur immatérielle. J'ai effleuré le collier délicatement. Il était froid, lourd, magnifique. Il me rappelait grand-mère, ses mains sur les miennes quand elle me le donnait en disant « C'est le symbole de notre famille, Pierre, de notre histoire, de notre survie. Je voudrais qu'il aille au musée des arts décoratifs à Paris, ai-je dit, en dépôt longue durée, que les gens voient ce qui a survécu, ce que ça signifie pour les familles françaises. » François a souri. « C'est une décision noble. Nous réglerons les formalités. » En rentrant à Paris, je pensais à ce que j'avais perdu et ce que j'avais gagné. J'avais perdu Caroline, mais avais-je vraiment perdu quelque chose de valeur? Elle ne m'avait jamais aimé. C'était une illusion, un mensonge joliment emballé. J'avais perdu Lucas, mais une amitié basée sur la trahison n'était pas une amitié. C'était une fiction que nous entretenions tous les deux. Mais j'avais gagné quelque chose de plus important, je m'étais retrouvé. Durant ces mois, j'ai découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. J'ai découvert que l'honnêteté ne signifie pas la faiblesse. Qu'on peut se battre pour la justice sans se salir les mains. Qu'on peut être un homme bon et ne pas se laisser exploiter pour autant. Maman m'attendait à l'aéroport. Elle m'a serré fort. « C'est fini ?»« C'est fini », ai-je confirmé. Et maintenant ? J'ai souri, mon premier vrai sourire depuis des mois. Maintenant, je commence à vivre. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai repris ma routine. L'entreprise tournait bien. Pendant tout ce temps, Michel et mes frères savaient gérer le quotidien, donc rien n'avait souffert. J'avais de nouveaux projets, de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Un après-midi de novembre, alors que j'étais au bureau, André a appelé. « J'ai une nouvelle pour toi. Caroline et Lucas ont été extradés vers la France ce matin. Ils sont en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Le procès français commence en janvier. » « Je comprends, » ai-je répondu. « Merci pour l'info. Tu voudras être au procès ?» J'ai réfléchi un instant. « Non, que le parquet fasse son travail. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. »« Bien, c'est la fin de ta partie. » J'ai raccroché et regardé par la fenêtre. Paris était gris, nuageux, typique de l'automne. Mais quelque part derrière les nuages, il y avait le soleil. Et je pouvais enfin le voir. Décembre est arrivé avec la première neige. Paris s'est couvert d'un manteau blanc, ce qui donne toujours à la ville un air féerique. Le marais avec ses lampions, le sapin devant l'hôtel de ville, les gens achetant des cadeaux au marché de Noël. J'ai toujours aimé cette période, le calme, la chaleur des réunions de famille, l'odeur du vin chaud. Cette année pourtant, c'était différent. Pendant des années, j'avais imaginé passer Noël avec la famille que j'aurais créée. Une femme, des enfants, un sapin dans notre maison. Maintenant, je n'avais que le vide. L'appartement que nous avions aménagé avec Caroline était encore plein de ses traces, même si j'avais jeté toutes ses affaires. Chaque pièce me rappelait ce que j'avais perdu, pas elle, mais l'illusion du bonheur que je m'étais construite. Michel m'a convaincu de venir dîner avant les fêtes. Nous avons choisi un petit resto dans le 11e, loin du centre touristique, un endroit calme, intime. À table, il y avait aussi sa femme Marthe et leurs 2 enfants, Gaspard, 6 ans, et Zoé, 4 ans.
Tonton Pierre. Zoé a sauté de sa chaise et m'a sauté au cou. Les enfants ne savaient rien de toute cette affaire. Ils voyaient juste le tonton qui leur apportait parfois des jouets et avait toujours le temps de jouer à chat. Pendant le dîner, Marthe a touché ma main. « Comment tu vas ?»« Vraiment. Mieux. » ai-je répondu sincèrement. « Chaque jour un peu mieux. »« Tu sais que ce qui t'est arrivé ne te définit pas ?» a-t-elle dit doucement. « Tu n'es pas une victime. Tu es un homme qui s'est défendu, qui s'est battu pour la justice. C'est autre chose. » Ces mots étaient simples, mais ils ont touché juste. Pendant tous ces mois, je m'étais vu comme une victime, quelqu'un à qui on avait fait du tort, qu'on avait trompé, humilié. Mais Marthe avait raison. J'étais plus que ça. J'étais l'homme qui n'avait pas laissé les traîtres s'en sortir impunément, qui s'était battu pour la vérité, qui avait récupéré sa dignité. « Merci », ai-je dit. J'avais besoin d'entendre ça. J'ai passé le réveillon en famille chez mes parents en banlieue parisienne. Tout le clan était réuni. Maman, papa, mes 3 frères avec leurs femmes, 8 enfants, grand-tante Alice, la sœur de grand-mère Sophie, qui avait 90 ans, cousins, tantes, oncles, 30 personnes à table, partageant le repas, se souhaitant santé et bonheur. Quand mon tour est venu, je me suis levé et j'ai levé mon verre. Je veux vous remercier tous, pour avoir été là dans les moments les plus durs, pour n'avoir jamais douté de moi, pour m'avoir rappelé ce qu'est une vraie famille. Maman avait les larmes aux yeux. Papa m'a tapé sur l'épaule. Mes frères ont levé leur verre. À Pierre, à la famille. Plus tard, alors que les enfants couraient dans la maison en déballant les cadeaux, maman m'a emmené dans la petite chambre à l'étage, celle où j'avais grandi. Au mur, de vieilles photos. Moi enfant, ado, jeune homme débutant sa carrière. « Tu te souviens quand grand-mère Sophie t'a donné ce collier ?» a-t-elle demandé. Comme si c'était hier. Elle t'a dit autre chose ce jour-là. Tu t'en souviens? J'ai fermé les yeux, essayant de me rappeler. Grand-mère était au lit, tenant mes mains. Elle a dit que la vie, ce n'est pas que le bonheur. C'est aussi la douleur, la perte, la déception. Mais ce sont ces moments difficiles qui montrent qui nous sommes vraiment. Maman a hoché la tête. Elle avait raison. Regarde qui tu es devenu à travers ces mois. Tu aurais pu t'effondrer, sombrer dans la dépression, devenir un homme amer. Mais non, tu t'es battu, tu t'es défendu, tu as repris ton dû. Et maintenant tu es plus fort. Parfois je me sens plus faible, ai-je avoué. Parfois je me réveille et je pense à la facilité avec laquelle je me suis laissé tromper. On ne t'a pas trompé facilement. Tu as été trompé par des gens qui étaient passés maîtres dans l'art du mensonge. Toi, tu étais simplement un homme honnête qui croyait en la bonté des autres. Ce n'est pas une faiblesse, Pierre. C'est de l'humanité. Je suis rentré à Paris après les fêtes avec une nouvelle résolution. J'ai vendu l'appartement de l'avenue Victor Hugo. Cet endroit était marqué par des souvenirs qui m'empêchèrent d'avancer. J'ai acheté un nouvel appartement à Montmartre, plus petit, plus chaleureux, juste pour moi. Je l'ai aménagé dans un style minimaliste. Blanc, bois, lumière. Chaque élément choisi par moi seul, selon mes goûts. En janvier, le procès français de Caroline et Lucas a commencé. Je n'y suis pas allé. J'ai lu ensuite dans les journaux. Tous deux ont été condamnés à 2 ans supplémentaires pour fraude fiscale et financière. Au total, Caroline devait passer 4 ans en prison. Lucas 5. Les parents de Lucas ont essayé de me contacter. Sa mère appelait, pleurait au téléphone, suppliait pour de l'aide. C'est ton frère, Pierre. Tu dois lui pardonner. Il n'est pas mon frère, ai-je répondu calmement. Un frère ne m'aurait pas trahi. Un frère ne m'aurait pas volé. Je suis désolé, mais ce sont ses choix qui l'ont mené là où il est. J'ai raccroché et n'ai plus jamais répondu à ses appels. En mars, j'ai visité le musée des arts décoratifs. Le collier de grand-mère Sophie était exposé dans une vitrine spéciale, avec une plaque décrivant son histoire. Collier de la famille Duval, 19e siècle, rubis et diamants, a survécu à 2 guerres mondiales, caché par la famille face à l'occupation, dépôt de Pierre Duval. Je suis resté longtemps devant, regardant ces pierres qui avaient tant vécu. Je me suis rappelé grand-mère, ses mains tremblantes quand elle me le remettait. Je me suis rappelé comment j'avais prévu de le donner à Caroline le jour du mariage, comment j'étais sûr qu'elle le porterait toute sa vie. Maintenant il était là, en sécurité, accessible à tous. Et c'était bien, car l'histoire ne m'appartenait pas seulement à moi,
Elle appartenait à quiconque voulait comprendre ce que signifie survivre, se battre, ne pas abandonner. Fin mars, j'ai reçu une invitation pour une conférence immobilière à Bordeaux. Je ne voulais pas y aller, mais Michel a insisté. Tu dois retourner à la vie professionnelle. Tu ne peux pas t'enfermer dans ton appart. J'y suis allé. La conférence avait lieu dans un hôtel près de la Garonne. Le premier soir, lors du dîner de networking, j'ai rencontré Anne Vasseur, une architecte de Nantes, 38 ans, cheveux blonds courts et regard perçant. Nous avons parlé de projets, des défis du secteur, de la difficulté de garder son intégrité dans un monde plein de corruption. J'ai lu des choses sur vous, a-t-elle dit à un moment, sur ce qui vous est arrivé. Je me suis figé. Je n'aime pas en parler. Je ne veux pas que vous en parliez. Je veux juste dire que ce que vous avez fait, se battre pour la justice au lieu de la vengeance, ça demande du courage. J'en sais quelque chose. Mon ex-mari m'a aussi escroqué. Et j'ai aussi voulu me venger. Mais vous avez montré qu'on peut faire autrement. Nous nous sommes regardés. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de familier. La douleur, la compréhension, la force d'une personne qui a survécu et en est sortie plus forte. Peut-être qu'un jour vous me raconterez votre histoire, ai-je dit. Elle a souri. Peut-être, mais pas ce soir. Ce soir, buvons simplement du vin et parlons d'architecture. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons discuté jusqu'à 2 heures du matin de projets, de rêves, de la façon dont nous voulions changer les villes françaises. Il n'y avait pas de flirt, pas de promesses. Juste une conversation sincère entre deux personnes qui avaient compris que la vie n'est pas que douleur. C'est aussi l'espoir, les opportunités, les nouveaux départs. En rentrant à Paris en TGV, je regardais par la fenêtre les champs couverts de verre printanier. Durant la dernière année, j'avais tout vécu. La trahison, la douleur, le combat, le triomphe, le soulagement. J'avais perdu des gens en qui j'avais confiance. Mais je m'étais gagné moi-même. Et c'était peut-être ça le plus important. Pas ce qu'ils m'avaient appris, mais ce que j'avais trouvé. Mon honneur, ma dignité, ma force. J'étais Pierre Duval. J'avais 43 ans, et je commençais à peine à vivre.